Thomas, je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas recommencer. Et puis en plus, merci de nous rejoindre. On vous connaît déjà, mais on a envie d'apprendre la suite de votre histoire. Donc je vous passe tout de suite la parole. Merci, merci Bruno, merci à tous. Merci de cette invitation. Je suis au Burkina Faso, en mission entre le Burkina et le Ghana. Et donc, c'est intéressant de pouvoir comme ça être en même temps au cœur de l'action et dans une réflexion plus globale et de transmettre un petit peu nos approches et nos visions. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est l'importance de la diffusion à grande échelle. Rien ne sert d'avoir une bonne idée si, en matière de développement, si on n'est pas capable d'avoir des impacts macroéconomiques, de macro-développement, avec une diffusion de propositions à grande échelle. C'est vrai pour tout, c'est vrai évidemment aussi pour l'architecture et la construction. Donc, à partir d'une problématique largement orpheline, hein, aujourd'hui, la question de l'habitat, d'un habitat adapté, affordable housing, comme disent les Anglais, en Afrique sahélienne, est une question très largement orpheline. L'évolution de la secteur de la construction est très largement sous-dimensionnée, sous-compris, sous-ciblée en Afrique, alors même qu'on connaît l'importance des questions de la construction en termes économiques, sociaux, aujourd'hui climatiques, adaptation, atténuation, etc. On a une proposition technique qui est aujourd'hui validée. Hein, on est à plus de 1100 chantiers ouverts tous les ans, ce qui est tout à fait remarquable, je pense. On a permis l'ouverture de 10 chantiers en 2000, 100 chantiers en 2010 et 1000 chantiers en 2020. Donc, notre goal est simple, 2030-2032, 10 000 chantiers par an. Là, on commencera vraiment à avoir un changement d'échelle notable. Pour ça, il faut une méthodologie de diffusion à grande échelle que l'on va construire dans le temps, dans une approche recherche-action. C'est forcément, et on verra que cette méthodologie doit s'intégrer dans une approche qui est en même temps transversale et systémique. Et que nous avons choisi, nous, depuis le début, le marché comme étant le vecteur principal d'une diffusion à grande échelle. Marché avec trois grands axes. L'offre, faire émerger une filière qui doit être capable de glisser du secteur informel vers le secteur formel, d'acteurs issus du monde rural avec des acteurs plus du bâtiment classique, entreprises, etc. La demande, qui, elle, doit répondre à différentes typologies de clientèle, rurale, urbain, public, privé, etc. Et avec évidemment des approches très différentes suivant ces clientèles, et un environnement d'affaires favorable qui devra, lui, signer la pérennité du marché, sa croissance et son adéquation avec les réalités socio-économiques. Alors, très récemment, on a construit un catalogue de propositions pour démontrer justement ces approches en même temps transversales et systémiques. C'est-à-dire que on nous voit trop souvent soit comme des acteurs directs de la construction, ce que nous ne sommes pas, soit on nous cantonne dans l'approche construction. Alors même que, et on le voit là sur cette slide, que ce soit les approches méthodologiques de diffusion, l'innovation en matière de formation professionnelle, très important, le côté spécifique sur le JRV. JRV, c'est les jeunes ruraux vulnérables. L'émergence d'une filière, avec tout ce travail autour de l'émergence d'une filière. Les outils financiers. On travaille aujourd'hui avec le FEFEM, le Fonds français pour l'environnement mondial, et le ministère du développement durable sur un projet qui vise à utiliser la performance carbone des bâtiments, des maisons construites dans le monde rural par les paysans pour créer une valeur atténuation, une valeur carbone
qu'on va remettre sur le marché de la contribution carbone auprès des entreprises pour réinjecter dans des incitations financières à l'égal de ce que nous avons en Europe pour changer nos toitures, nos huisseries et nos chaudières, et maintenant nos vélos et nos voitures. Donc ça, c'est des mécanismes très intéressants les réponses aux besoins constructifs, on l'a dit, et puis des approches plus thématiques, développement rural, approche climat, approche genre, etc. Donc on voit que sur un même programme, il y a différentes entrées et toute la question, c'est comment aller intéresser des parties prenantes multiples, bailleurs, opérateurs techniques, opérateurs de la société civile ici en Afrique, à ces différentes approches. Ça, c'est l'idée de passer du financement du développement, on voit à gauche, vers petit à petit un marché de l'éco-construction en voûte nubienne, de l'éco-construction qui devient solide, pérenne, croissant et qui petit à petit n'a plus besoin justement se désengage des besoins de financement. C'est toute l'idée. Par essence, le financement du développement n'est pas censé être pérenne, il est censé amener des dynamiques qui devront, elles, trouver leur propre pérennité financière et socio-économique, etc. Et donc, par exemple, là, vous avez au centre un marché de l'éco-construction en voûte nubienne, notre approche moteur, notre centre, notre cœur d'approche. Et puis, vous avez différents outils complémentaires, les fonds d'adaptation, les fonds de la compensation carbone, la même chose qu'on a en Europe sur nos filières évolution du parc, des produits à la microfinance, des produits bancaires, et puis l'éco-construction, l'évolution des pratiques de la construction par les bailleurs, par les maîtres d'ouvrage, tant privés que publics. Et là, on va aller chercher des investissements R&D de la part des bailleurs de développement pour petit à petit pouvoir se désengager et faire que ce marché soit de plus en plus solide. C'est une slide, elle est un peu vide, elle a raison d'être un peu vide parce que c'est des fonds, le fonds vert à Séoul, le fonds adaptation à New York. On était censé après la COP 21 à Paris, nous ont affirmé qu'on aurait des fonds d'adaptation beaucoup plus faciles que le GEF, etc. Il n'en est rien. Ça reste des machins, comme aurait dit le général. Et c'est quasiment impossible. Même des très grosses structures n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Donc les fonds d'adaptation, en tout cas ceux qui sont positionnés par les Nations Unies et les COP et la COP climat, aujourd'hui, sont trop compliqués. Alors même qu'ils devraient vraiment servir et qu'il y a un besoin considérable ici dans ces pays sahéliens qui se prennent de plein fouet le réchauffement climatique alors qu'ils l'ont assez peu ou très peu généré et surtout qu'ils n'en ont pas les dividendes aujourd'hui. Nous, on a cherché d'autres façons d'aller chercher justement des capacités financières d'adaptation. Aujourd'hui, une famille rurale avec 300 € d'incitation bascule de la maison terre-tôle ou ciment-tôle à la maison voûte nubienne, et ce qui représente 20% à peu près du coût de la construction, sachant que la famille paysanne va amener 70-75% de la construction en nature, in kind, et en même temps c'est très vertueux puisque ça garantit le salaire de la main-d'œuvre qualifiée, des maçons et de leurs apprentis, que ça booste les business models de ces maçons, que ça valorise les investissements faits par les acteurs du développement sur une filière qui est fonctionnelle et qui grandit, que c'est du renforcement des économies locales parce que l'argent est réinjecté localement et qu'en plus, c'est de la performance, atténuation avec les performances carbone de nos bâtiments. Alors, l'atténuation, l'idée, c'est comme on n'arrive pas à trouver ces fonds d'adaptation qui sont très difficiles à capturer, on s'est lancé donc dans un projet qui était de valoriser la performance atténuation, crédit carbone de nos bâtiments, des bâtiments voûte nubienne, de nos bâtiments, des bâtiments voûte nubienne. Et là, donc, c'est ce projet avec le FEFEM, le PNUD, le ministère, qui vise à mettre en place un mécanisme dans lequel de l'adaptation par des constructions de qualité. Ces éco-constructions elles-mêmes ont une valeur atténuation, une valeur carbone, GES. Cette valeur
plus des valeurs de co-bénéfice, très important, le lien entre d'un côté des valeurs atténuation et des valeurs co-bénéfice, développement durable, éventuellement biodiversité, nous ça ne concerne pas vraiment, les développement durable et l'adaptation. Donc on a un package de crédit carbone bonifié par des co-bénéfices périphériques. Ça, c'est très important aujourd'hui dans la réflexion sur les crédits carbone. Et ce package est est positionné sur le marché de la compensation auprès des entreprises et qui elles-mêmes vont acheter ces crédits carbone pour réinjecter dans de l'incitation et créer ainsi un outil de dynamisme du marché tout à fait intéressant et important et tout à fait légitime. À terme, on avait déjà à l'époque fait de la microfinance. On a créé le premier produit réellement de microfinance accès à l'habitat neuf, moins de $500, moins de 24 mois de remboursement. Pour l'instant, on a mis ce produit en panne, parce qu'on n'a pas trouvé vraiment les partenaires au nord comme au sud capables de nous accompagner. Et on avance aujourd'hui plutôt sur ce que vient de décrire avant tout à l'heure, le mécanisme atténuation, crédit carbone, contribution, etc. Et l'idée étant d'avoir, dès que les questions carbone seront bien structurées, bien en place, d'avoir de la microfinance bonifiée, comme on a en France quand on va changer notre toiture, on a un crédit à 0%. Et bien, de la même manière, il faudrait qu'il n'y ait plus de taux de crédit sur ces produits-là. Et puis, il faudrait que la performance carbone permette de constituer des fonds pour faire tourner la microfinance, former les équipes des IMF, des instituts de microfinance, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on a mis pour l'instant en attente et qui attend d'être renforcé par une approche carbone. Donc ça serait de la microfinance bonifiée. Produits bancaires, accès à l'habitat vert, on en est loin. Ça pourrait être un PEL vert, par exemple, qui lui-même pourrait être modifié. Aujourd'hui, on en est très très loin. On sera d'abord sur la microfinance qui cible plus notre cœur de cible, le monde rural et les économies familiales les plus modestes. Ça, c'est très important. C'est l'évolution des pratiques constructives des maîtres d'ouvrage et des bailleurs de la construction communautaire et au public. Ça, c'est très essentiel. C'est-à-dire que sur le marché, on ne peut pas imaginer de créer une filière, même si elle se déploie très largement dans l'informel, la partie formelle est très importante. Pour des tas de raisons, parce que c'est celle qui est regardée par les décideurs publics, parce que c'est celle qui est regardée par une partie des leaders des courants de pensée, parce qu'elle booste l'informel, c'est-à-dire qu'on voit bien que comme quand certains trouvent des emplois dans la partie formelle, ça fait appel d'air vers les jeunes qui ne sont pas encore là-dedans, parce que ça renforce les questions techniques et parce que tout simplement, une filière doit être capable de répondre à l'entièreté des demandes qui lui sont faites, en tout cas, et donc aussi bien l'informel que le formel. Le secteur du bâtiment en Afrique, c'est un secteur qui gagne beaucoup d'argent dans la revente des matériaux d'importation, que ce soit le ciment, que ce soit l'acier, la tôle, le bois, que ce soit même des matériaux locaux, mais qui avec une forte empreinte, les graviers, les sables, etc. Eh bien, malheureusement, en Afrique, un entrepreneur, c'est d'abord un commerçant qui va marger principalement sur la revente de matériaux, parce qu'il est capable d'avoir de la trésorerie, d'avoir des stocks, d'avoir des outils de transport, etc., plus que sur l'acte constructif, ceci vraiment aux dépens de l'acte constructif d'ailleurs. Et donc, ces gens-là ne sont pas très, très enclins à faire évoluer leurs pratiques vers des pratiques éco-construction dans lesquelles on va servir en circuit court de matériaux beaucoup moins chers, la terre, etc. Et donc, si on veut faire évoluer les choses, c'est les maîtres d'ouvrage, c'est les bailleurs, c'est les partenaires qui doivent pousser à l'évolution, c'est les clients tout simplement qui doivent avoir des exigences. Et ça, on a plutôt le vent en poupe de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, 80% du bâtiment communautaire en Afrique sahélienne est construit avec des fonds du Nord, et les acteurs normalement du fonds du Nord, depuis la petite association locale jusqu'à l'AFD ou l'Union européenne, ont de plus en plus le couteau sous la gorge pour avoir des impacts climat, des impacts atténuation, adaptation, et donc pour aller vers des pratiques plus vertueuses, plus vertueuses. Et donc, voilà, on a tout un boulot pour aller convaincre tous ces acteurs, tous ces maîtres d'ouvrage et bailleurs de
l'importance de faire évoluer leurs pratiques. Juste récemment, le PIB, le plan de l'efficacité énergétique du bâtiment de l'AFD, c'est la direction énergie de l'AFD, vient de créer toute une petite plaquette très bien faite, on a travaillé plusieurs mois avec eux là-dessus, sur la présentation du concept technique Woodnipienne, des différents programmes un peu massifs qui ont été faits dans de construction qui ont été faits dans les 5 pays où on est déjà déployé. Et puis, ça contient aussi une partie sur le développement de la filière, etc. Ce document PIB-là, qui est quasiment validé, mais il est déjà accessible, on pourra le faire passer à ceux que ça intéresse. C'est un travail très important et le fait qu'il soit porté par l'AFD, évidemment, renforce grandement nos positions. Bon, les diasporas aussi. La photo ne représente pas vraiment une maison de diaspora, mais les diasporas, effectivement, aussi sont des partenaires potentiels de ce marché d'évolution vers le côté formel du marché. Donc, on a vraiment besoin de renforcer la filière éco-construction à tout niveau, hein, au niveau des nouveaux territoires, des nouveaux pays et des nouvelles, et sur la filière, particulièrement le marché formel. Aujourd'hui, on a plusieurs programmes qui s'ouvrent au Sénégal sur la partie formelle. Donc, en même temps, renforcer la quantité, le marché et le formalisme de cette filière, même si renforcer le formalisme ne veut jamais dire oublier que finalement, le plus gros du marché restera et restera très longtemps un marché informel. Et que le cœur de cible, c'est des acteurs, que ce soit les clients ou les producteurs, qui s'inscrivent dans une économie informelle. Donc, il y a une espèce de jeu comme ça d'arbitrage, en même temps, être capable de jamais perdre de vue l'importance de la partie informelle du marché de l'éco-construction et en même temps l'obligation qu'on a à renforcer sa partie formelle. Voilà un modèle fini, une économique marchande dans lequel on n'a plus besoin des investissements du développement, ni de manière globale, ni en R&D. Et puis, on a des outils financiers qui boostent, adaptation, compensation carbone, ça c'est les mêmes choses qu'on a en Europe, hein, les deux du haut là en vert, c'est ce que vous avez quand vous voulez changer votre chaudière et puis votre isolation de toiture. Vous avez du conseil gratuit, un crédit à 0%, une ristourne sur vos impôts. Des produits microfinance, des produits bancaires, on en a parlé, et puis des clientèles qui s'engagent. Tout ça vient renforcer un marché de l'éco-construction qui, lui, est l'outil qui va en même temps permettre toujours plus largement la diffusion à grande échelle et la pérennisation de la proposition. Voilà rapidement une carte de notre déploiement. On est en Mauritanie avec quelques projets avec le BIT sur des PC très sporadiques. Au Sénégal, surtout dans le nord, là, sur la région, les 3 départements du nord, là, on est bien déployés avec l'AFD, avec le département des Yvelines, avec ces 3 départements, et de manière plus générale, comme je l'ai dit, on ouvre des projets de renforcement de la filière au Sénégal. Le Mali, on y est avec aujourd'hui une capacité de presque 1000 chantiers par an. Si on avait suffisamment d'incitation, on serait aujourd'hui avec 1000 chantiers paysans par an au Mali, quasiment la même chose au Burkina Faso. On est dans le nord du Ghana et dans le nord du Bénin. On ne descend pas plus bas que ce que vous voyez Djougou, là, c'est au Bénin. On ne descend pas plus bas en termes de diffusion à grande échelle parce que pour des questions climatiques, hein, plus on descend bas, plus il pleut et moins des techniques de construction de terre sont faciles à mettre en œuvre ou surtout à diffuser à grande échelle. Et puis, sont devant nous les objectifs du nord de la Côte d'Ivoire, du nord du Togo, du Niger, du Tchad, etc. Quelques résultats. Rapidement, voilà. Ça, c'est les résultats à 2022. Un résultat qu'on ne voit pas ici, mais qui est intéressant. Au Mali, l'année dernière, 90% des chantiers paysans ont été trouvés directement par des maçons paysans. Donc ça montre une autonomisation et donc une pérennisation du marché paysan. C'est intéressant de voir le basculement des populations sur des zones entières. D'abord, une crainte considérable pendant des années. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette architecture? C'est impossible, ça ne tient pas.
et on ne va rien voir apparaître. Et puis, au bout de 4, 5, 6, 7 ans, alors c'est le contraire. Ça y est, les gens sont convaincus. Et on passe dans un village où il ne s'est rien passé pendant 10 ans. Et après, en 3 ans, vous allez voir 50 routes qui sont construites en même temps. Donc, ces effets d'inertie qui s'inversent, c'est tout à fait intéressant et passionnant. Et ça valide en profondeur notre proposition. Elle est validée par les bénéficiaires eux-mêmes. Et voilà nos ambitions. Donc, je l'ai dit, 10 000 chantiers en 2032. C'est difficile. Et en même temps, si on n'atteint pas ça, on n'aura pas vraiment fait un véritable programme de développement. On aura posé les bases de quelque chose d'intéressant, mais on ne sera pas allé suffisamment loin. Et par contre, si on commence à parler de 10 000 chantiers par an, alors on pourra dire qu'on a une vraie pénétration d'un volume suffisant du marché qui signe la pérennité. Donc ça, c'est le nombre en termes de chantiers recherchés, mais on pourrait aussi avoir une autre carte qui montre le nombre de territoires touchés, nouvelles régions, nouveaux pays à l'échelle de l'Afrique, de l'Afrique sahélienne, de l'Afrique plus globale, hein, parce qu'il y a toute l'Afrique, il y a une Afrique, ce que j'appelle le Sahel austral, Namib, Zimbabwe, Botswana, Zambie, tout ça, dans lequel on pourrait exactement développer les mêmes choses. Puis il y a peut-être d'autres régions dans le monde, l'altiplano andin, les déserts mexicains, le Rajasthan indien, dans lequel on pourrait développer et le même concept technique de construction et la même approche en termes de méthodologie de diffusion à grande échelle. Merci.